Tous les mercredis et vendredis, entre 19h et 20h, avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal, Bruxelles revit. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 4e numéro de Bruxelles Revit. Bonsoir Soraya, ici on est en direct de Schaerbeek aujourd'hui. Dans un cadre absolument sublime ce soir, c'est depuis cette maison des arts de Schaerbeek qu'on va vous proposer cette 4e émission de Bruxelles Revit. Juste en face de nous, les Halles de Schaerbeek et entre les deux un jardin partagé par les deux institutions. C'est là-bas qu'on aurait dû faire l'émission ici ce soir, mais pour des raisons évidentes, ça se passera ici. Mais enfin, on y gagne puisque le cadre est absolument prestigieux, magnifique. On aura l'occasion de se balader un petit peu dans cette maison pour y accueillir nos différents invités qui nous parleront, qui nous expliqueront comment on sort du confinement dans cette commune de Schaerbeek. Et puis on se baladera dans la Maison des Arts, on se baladera aussi au niveau des sujets puisqu'on va traiter Schaerbeek, ce quartier, la chaussée d'Actes qui est juste à côté de nous. On parlera de planning familial, on parlera aussi de sport parce que oui, le sport est aussi touché par ce confinement. Tout ça dans cette émission et puis surtout, on vous fera gagner des cadeaux et des très beaux cadeaux, donc restez connectés, on vous expliquera les règles dans quelques instants. Et pour démarrer cette émission, on parlait à l'instant des Halles de Schaerbeek. Eh bien, c'est le directeur des Halles de Schaerbeek qui nous a rejoint. Bonsoir. Christophe Galland. Et merci de vous être déplacé. Bon, c'est pas si loin, donc ça a été rapide pour se déplacer. On a une porte dérobée entre nous. Oui, c'est vrai. Et vous travaillez, vous collaborez même assez régulièrement en fait avec la Maison des Arts. Ah, ça nous est arrivé, oui, de faire des choses qui commençaient justement dans les jardins, qui ensuite allaient se perdre dans les halles à une époque avant la rénovation, parce qu'effectivement la maison maintenant elle est superbe. Alors, c'est bête, mais j'ai presque envie de démarrer avec une question, somme toute, assez banale, mais qui me semble importante à poser, surtout quand on a des acteurs du secteur culturel dont on sait à quel point ils souffrent avec ce confinement. Comment vous allez, Christophe Galland? Comment vont les Halles de Schaerbeek? Comment va l'équipe? Comment vont les artistes en résidence qui ont redémarré, je pense, il y a quelques jours, les répétitions? Bon, je pense que franchement, les institutions peuvent s'en sortir. La difficulté aujourd'hui, c'est pour les artistes. Et puis, il faut imaginer que la difficulté, c'est pas sur le court terme, c'est pas juste mars, juin. La véritable difficulté, c'est que ça crée des vagues, des reports. Jusqu'à l'automne 21 en réalité. Vous avez des artistes dont nous on produit des spectacles, donc on a aussi des spectacles en tournée. Certaines sont repoussées d'octobre, novembre à février, mars, etc. Donc vous avez des plages de 6 mois dans lesquelles il faut trouver des astuces ou une autre manière de faire travailler les artistes. Alors tout à l'heure vous en rencontrerez une qui a travaillé pour nous sur une sorte de film participatif. Et ce genre de choses, on va les développer. Alors on n'est pas pris tout à fait au dépourvu parce que ça fait un moment nous qu'on travaille sur des formes différentes. Donc on vient même d'avoir un projet européen avec les Italiens et la Grèce pour des formes qui sont justement atypiques, qui travaillent sur les contraintes auxquelles on est lié par l'actualité, mais on avait commencé à travailler ça avant. Donc, comment vont les Halles? Je dirais les Halles bien, mais la difficulté, c'est de soutenir les artistes dans cette période et de réinventer la saison au milieu de tous ces aléas. Donc, si je comprends bien, d'une certaine façon, dans votre travail au quotidien, vous aviez déjà opté pour des formes, on va dire, atypiques. C'est comme ça que vous les présentiez. Mais enfin, ce à quoi vous êtes confronté quand même déjà depuis quelques semaines maintenant, c'est le flou, c'est l'incertitude. Est-ce que vous la vivez comme une épée de Damoclès aujourd'hui au-dessus de votre tête? Écoutez, nous, on a tranché. C'est-à-dire que la saison telle qu'on l'a faite, on a énormément de coproduction. D'habitude, on avait un automne de création internationale, africaine, coréenne, avec notamment la Biennale de Lyon, dont on coproduisait 4 spectacles. La Biennale a été reportée. L'automne commençait à ressembler un peu à un gruyère. Et en fait, moi, j'ai inversé la saison. C'est-à-dire sur tout l'automne, on va avoir aux Halles, dans la grande halle, une exposition qui est recréée spécialement pour nous, qui était à la Villette en 2014, donc Great Black Music, avec des centaines de documents audiovisuels. Donc ça règle, on va dire, le problème de la saison, sachant que les spectacles, on les a reportés sur, du coup, janvier-juin et même sur l'automne 2021. Donc on a tranché. Ça nous permettra, une fois qu'on aura des règles claires, d'ajouter des modules en petite halle dans ce qu'on appelle la cave chez nous, ou bien même dans l'espace public.
Alors, vous parliez de cette exposition à venir à l'automne. On sait qu'il y a un attachement, en tout cas une curiosité ici au Hall de Schaerbeek pour la création africaine. Déjà depuis de nombreuses années. On se souvient peut-être l'année dernière d'Afri Festival que vous aviez Bruxelles, proposé. Africapital. Oui. Africapital, pardon, précisément, qui était proposé ici au Hall de Schaerbeek. Pourquoi cette ouverture sur l'Afrique? Quel sens ça a pour les Halles de Schaerbeek? Bon, c'est une manière, vous savez, en Afrique, vous pouvez faire du spectacle justement comme en Europe, déjà, premièrement. Donc, quand vous travaillez sur un autre rapport au public, une autre manière d'inscrire l'art dans l'espace public, à la rencontre des populations, forcément, ce qui se fait en Afrique, en fait, est intéressant. Ça nous donne un autre éclairage. Bon, c'est difficile, c'est évidemment pas facile, mais ça nous donne une autre approche, une autre relation. Et c'est la première et grande piste. Après, la deuxième, c'est l'importance de la diversité à Bruxelles. C'est comme une des capitales les plus hyper diversifiées au monde, et on travaille sur ce registre-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être une capitale dans laquelle vous avez autant de nationalités, ou d'origines en tout cas représentées. Alors on sait que les Halles de Schaerbeek travaillent aussi beaucoup en collaboration avec des associations du quartier, avec des écoles aussi. Ça a été facile de garder ce lien avec les voisins? Alors là, non. Aujourd'hui, ça, c'est une des grandes difficultés. C'est-à-dire, vous ne savez pas du tout dans quelles conditions peut se faire la rentrée scolaire, ni à quel moment et de quelle manière on peut les intégrer dans des programmes. Donc ça, c'est vraiment l'une des grandes inconnues aujourd'hui. Alors, le fait qu'on commence par une exposition nous permet justement de pallier à cette difficulté. Mais tout le travail qu'on fait sur Bruxelles Africapital, peut-être qu'on va justement le faire à l'extérieur cette année, ou en tout cas en décentralisant. Ça, c'est encore une interrogation. C'est-à-dire, autant on a pu trancher pour la programmation, on peut dire pure et dure, autant pour la manière dont on agit normalement avec ce qu'on appelle la proximité, alors qui n'est pas juste à Schaerbeek, mais sur l'ensemble de la région de Bruxelles. Il faut encore qu'on soit inventif et souple. Alors, chacun essaye de trouver un sens un petit peu à ce qu'on a vécu à cette période extraordinaire. Vous aussi, vous essayez d'en tirer des enseignements? Des enseignements, ça demanderait plus longtemps, mais je pense que l'enseignement numéro 1, c'est sortir de l'urgence. Sortir de l'urgence, parce que la réaction au Covid, la réaction politique et sociétale au Covid, elle a été celle qu'elle a été parce que des décisions étaient prises les années précédentes, parce que voilà, il faut réfléchir à très très court terme, parce que tout le monde pense à court terme, les médias, les artistes aussi, tout le temps il faut travailler dans l'urgence, ce qui fait que vous voyez arriver parfois certaines années des centaines de projets qui ont exactement le même vecteur ou le même soubassement, puisque l'actualité fait que c'est ça qui est sous les feux des médias. De la rampe. Sauf qu'ils arrivent évidemment avec un an de retard, parce qu'il faut créer le spectacle. Bon, je pense que sortir de l'urgence, travailler plus sur le fond, sur le long terme... Voilà, ce serait une piste intéressante pour ce qui concerne la culture. Je ne vais pas me prononcer sur l'ensemble de la société. Et ça a changé votre vision du projet culturel que vous essayez de développer ici? Enfin, au Hall de Schaerbeek, Pas à côté. vraiment, parce qu'en fait, on est sur une dynamique où, dans les années qui viennent, je vais aller de plus en plus vers d'autres formats. Ça fait longtemps que je distille ça dans l'équipe. Il faut construire c'est la difficulté, c'est de trouver les artistes qui sont en phase avec ce genre de travail, donc c'est long. Il a fallu aussi construire d'abord une culture de la production qui n'existait pas. Aujourd'hui, on a les Halles sur les 3 dernières années, c'est 500 dates en tournée, on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Maintenant qu'on a toute cette base, on peut aller plus loin. Ça donne de la pertinence, une réflexion plus ancienne, on va dire ça comme ça. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la réinvention des formes... Si on veut la faire, on ne la fera pas dans un trimestre. C'est-à-dire, c'est pas cette espèce de mode là qui tout d'un coup nous dit mais faites quelque chose dans l'espace public, jouez dehors ou dans les balcons. Bon, bien, dans 6 mois, ce sera peut-être balayé. Donc il faut une réflexion de fond, vraiment, pas juste une réflexion épidermique sur comment on s'en sort pendant 3, 4, 5, 6 mois aujourd'hui. Et elle est lancée selon vous, cette réflexion de fond? Vous sentez qu'elle est là? Je ne sais pas. Rendez-vous dans 6 mois. Entre les intentions et la réalisation profonde, je ne veux pas me prononcer aujourd'hui. Je pense que c'est très compliqué. Ça demande
un autre rapport à la culture, en fait. Et l'autre rapport à la culture, ça demande beaucoup d'inventions qui ne sont pas juste des choses épidermiques. C'est quasiment repenser sur le fond le lien entre culture et société. Donc c'est aussi peut-être ne pas travailler que sur l'aspect, pas faire un spectacle qui est juste pour une salle, avoir une série de modules autour. Alors il y a des choses qu'on a préparées au HAL. J'ai envie de dire que l'actualité va plus vite que nous. Est-ce qu'on peut la rattraper? J'en sais rien. Mais en tout cas, merci Christophe Galland d'être passé ici à la Maison des Arts. Et puis on rappelle, si on veut un peu plus d'informations concernant cette programmation toujours un peu mobile, mais enfin il y a cette exposition qui est prévue pour la rentrée, www.hall.be. Là vous retrouvez de toute façon toutes les informations concernant la programmation des Halles de Scarbeck qui se trouve juste ici à ma droite. 19h10, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles Revue. On va je vais me tourner immédiatement vers Charlotte Maréchal qui a une nouvelle invitée dans l'émission. Mais oui, on aurait bien voulu se balader dans Scarbeck, la météo en a voulu autrement. On va aller pas très loin dans la Maison des Arts, mais en fait on va aller pas très loin dans Scarbeck non plus, puisqu'on va se diriger vers Aurore Arnoul. Alors Aurore, vous êtes psychologue au planning familial groupe santé Josaphat. Et alors si on peut vraiment dire que c'est à quelques mètres, c'est par là et c'est vraiment juste à côté. C'est tout près. Alors un planning familial, c'est une fonction de quartier. Vous êtes vraiment implanté dans ce quartier de Scarbeck. Alors quelle est votre relation avec le quartier? Est-ce que c'est justement des gens qui habitent autour, qui viennent vous voir? Comment ça se passe? Oui, on est tout à fait un planning de quartier. Et ça, c'est vraiment une revendication qu'on a, nous. C'est d'être disponible pour les gens qui vivent ici. Et donc, la relation qu'on essaye d'avoir et qu'on essaye de garder même dans des situations de confinement, c'est une proximité, c'est une chaleur et c'est de pouvoir être là où les gens sont. Et donc, on est présent pour des consultations, pour des accueils, mais on est aussi vraiment impliqué dans la commune. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont actifs et qui permettent aux personnes de se retrouver en groupe et d'aller à la rencontre des gens, de ne pas juste attendre qu'ils viennent. Alors, avant d'aborder même le confinement, parce qu'évidemment, ça a beaucoup impacté vos activités, non, pas du tout, c'est quoi comme genre de consultation qu'on va pouvoir retrouver au planning familial? Qui vient vous voir? Pourquoi? C'est quoi votre mission au sein de ce quartier? Alors, tous les plannings familiaux ont des missions qui sont communes. Et ça, on n'y fait pas exception. Donc, c'est des consultations juridiques. On a une juriste qui vient une fois par semaine, principalement pour des questions de droit de la famille, séparation, divorce et d'autres choses, des consultations psychologiques, des consultations sociales, des consultations médicales, dont les interruptions de grossesse qu'on pratique ici, et des activités de type animation scolaire et des projets qui sont propres à Josaphat, comme un groupe d'alphabétisation qui s'appelle le groupe BA et qui est surtout un groupe de liens, qui met du lien entre des femmes dans des situations d'immigration, de précarité souvent, un groupe de soutien à la parentalité qui a vu le jour il y a quelques années et plein d'autres petits projets qui se greffent. Alors vous parlez de liens au sein du quartier. Bon, forcément, le confinement a changé un petit peu vos pratiques. Comment est-ce que vous avez réussi à garder ce lien, tant bien que mal, et puis à consulter, puisqu'il y a des consultations d'urgence? Comment ça s'est passé, ce confinement? On a été vachement créatifs. On s'est débrouillé. C'est du pur système D, mais on a l'habitude dans le social, donc c'est pas très compliqué pour nous. Mais ça a rendu notre travail clairement plus compliqué. Donc on a essayé de faire des consultations dans l'urgence, ça on les a toutes gardées. Donc c'est des interruptions de grossesse, c'est un droit et c'est une situation d'urgence qu'on ne peut pas se postposer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc ça on les a maintenus. Tout ce qui a trait à la contraception, à des difficultés gynéco urgentes, on les a maintenus. Les consultations psychologiques, on n'a pas eu le droit, autant qu'on aurait voulu, de les continuer en présentiel, mais on a gardé le lien. Donc par téléphone, on a un maximum appelé chacun, tous nos patients, pour pouvoir garder le lien, des consultations sociales aussi. Et dès qu'on a pu un tout petit peu ouvrir et faire des consultations en présentiel, on l'a fait. Et là, on a été super créatifs. On a fait, je pense à une collègue qui a fait des consultations dans la cave d'une patiente, parce que c'est le seul endroit où elle se sentait assez en sécurité pour accueillir quelqu'un. On a fait des consultations dans les parcs, dans le parc Josaphat notamment, et on a fait des consultations dans notre jardin. Donc on a une petite cour, un petit jardin dans lequel on a pu faire des consultations, jusqu'à arriver maintenant à des consultations dans nos bureaux, avec les fenêtres ouvertes, avec masques, mesures de sécurité. Donc de la créativité, de la flexibilité quand on ne pouvait pas faire autrement.
On a pu voir beaucoup dans l'actualité que les médecins généralistes, mais les médecins de toute profession, alertaient sur le fait que les gens n'allaient plus se soigner. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi un peu ce mouvement de peur, j'ai pas tellement envie de faire une consultation par téléphone, ou bien je m'occuperai de ça plus tard, quand ça sera fini. Est-ce qu'il y a eu aussi un peu ce recul de vos consultations ? On a eu au départ beaucoup de patients, quand ils appelaient, la première chose qu'ils disaient c'est « Ah, il y a quelqu'un !» Donc on avait souvent cette réaction de « Vous êtes ouvert, on peut venir ?» Donc beaucoup d'hésitation au début et on avait moins d'appels. Et puis petit à petit, je pense que l'info s'est diffusée. Il y a eu pas mal de diffusion dans les réseaux sociaux aussi, disons les plannings familiaux sont ouverts. Et donc ça a permis une reprise. Et je pense que par rapport à d'autres secteurs, on a un secteur qui n'a jamais arrêté. On n'a pas arrêté un jour, on n'a pas fermé un demi-jour, on est resté tout le temps présent, les permanences étaient tout le temps là. Et petit à petit, ça s'est su. Donc on a pu maintenir ce lien et les gens ont continué de se soigner. Tous les rendez-vous de type contrôle ou autres ont été postposés, mais postposés, pas annulés, pas supprimés. Donc les consultations des médecins chez nous sont full, les consultations des psys explosent actuellement, consultations sociales aussi, tous les gens qui ont laissé traîner un tas de choses parce qu'il n'y avait pas le choix et qui sont dans des urgences au niveau socio-économique, tout ça a bien repris. Justement, on parle de cette explosion de consultations. Il y a un peu ce revers de médaille qu'on commence à percevoir ici par rapport au confinement. C'est la santé mentale, c'est l'impact qu'une telle crise peut avoir sur notre santé, sur le psychisme, et de se dire, mais en fait, être enfermé entre quatre murs, on n'en a pas l'habitude, ne pas pouvoir voir ses proches, parfois être enfermé dans des conditions précaires, avec beaucoup de personnes par mètre carré, on ne peut plus sortir. Alors, est-ce que cette crise, elle aura une certaine cicatrice, elle va laisser des cicatrices mentales peut-être? Oui, ça c'est sûr. Alors lesquelles exactement, on ne peut pas les prédire, on n'a pas de recul. C'est une situation, c'est une expérimentation humaine à échelle mondiale, donc ça, c'est des choses qu'on n'a jamais vécues. Maintenant, ce qui est clair, et on le voit déjà, il y a une explosion de violence conjugale, il y a une explosion de violence intrafamiliale, donc des parents qui débordent juste complètement et qui ne savent plus comment faire avec leurs enfants, des situations d'enfants en détresse. Il y a des enfants qui s'inventent des amis imaginaires et qui restent enfermés dans un certain monde. Il y a des personnes qui effectivement sont dans une espèce de surpopulation constante et qui vivent très enfermés. Des patients, donc des personnes qui étaient déjà anxieux à la base et qui ont maintenant un niveau d'anxiété extrême, et tout le travail des travailleurs sociaux, des psychologues et autres professionnels de la santé, c'est de réussir à les amener à sortir maintenant. On a maintenant des consultations qu'on n'avait jamais eues avant, où on doit amener les gens sur le pas de leur porte, dans la rue, au parc en face, jusqu'à arriver jusqu'à un cabinet médical ou psy. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil de déconfinement? Parce que c'est vrai que, d'abord, il y a eu l'acceptation du confinement. Bon, d'accord, je me formate, il faut que je reste à la maison. Maintenant, on nous dit de tout déconstruire, ou en tout cas, petit à petit, on va devoir sortir, il va falloir se réhabituer, à re-rentrer dans son rythme de travail, etc. Est-ce que vous auriez des conseils, justement, pour garder le cap et pour faire ça tout en douceur, peut-être? Je pense que s'écouter, c'est déjà une bonne chose. De pouvoir écouter des sources sûres, ça aide aussi, parce que les gens ont entendu un million de choses, de sources très différentes et parfois pas mal d'informations fausses, donc de suivre des choses qui sont justes et qui sont claires. Donc non, le coronavirus n'entre pas par les fenêtres. On a eu des patients qui restaient enfermés, fenêtres fermées. Donc d'ouvrir la fenêtre, littéralement, et petit à petit de faire des pas vers l'extérieur, de pouvoir peut-être aussi sentir ce qu'on a envie de garder de ce confinement. Parce qu'il y a aussi des choses positives. On a pu tous sentir un ralentissement de nos vies, peut-être un peu moins de stress du fait de moins courir. Donc de se centrer sur les choses positives et les ressources qu'on peut garder, les choses qu'on a apprises et qu'on n'a pas envie de lâcher tout de suite. Et de pouvoir garder un petit peu ça et de pouvoir se reconnecter à la joie des choses simples qu'on n'a plus pu faire. Serrer des amis dans ses bras, pouvoir revoir la famille, aller chercher ses enfants à l'école et papoter avec une autre maman sur le trottoir. Enfin, ça peut être des tas de petites choses de la vie de tous les jours. D'aller dans un parc, de regarder le soleil à travers les feuilles, enfin, de profiter juste des belles choses de la vie dont on a été un peu privé, de se centrer plutôt là-dessus que sur toutes les difficultés que ça a générées et pas rester seul. De retrouver du lien peut-être au sein du planning familial de son quartier? Par exemple, ça peut être.
Par exemple. Merci beaucoup Aurore Arnould d'avoir été avec nous. Et puis, je le rappelle, vous êtes psychologue au planning familial, groupe Santé Josaphat, ici à quelques mètres de la Maison des Arts. Alors, on va continuer dans cette émission. Et alors, on vous l'avait promis, il y a moyen de gagner des cadeaux. Alors, aujourd'hui, on ne va pas gagner un cadeau. On ne va pas gagner 2 cadeaux. On va remporter 3 cadeaux. Alors ça, si on ne vous offre pas plein de choses, vous pouvez gagner des entrées pour le parc Mini Europe. Et alors, comme la semaine passée, vous pouvez aussi remporter votre tote bag apéro entre copains qui est livré à la maison, si ça ce n'est pas du luxe, livré à la maison par Vroomkes. Et puis enfin, si vous avez des étudiants à la maison, que vous êtes vous-même étudiant, eh bien vous pouvez remporter un coaching pour vous aider à écrire votre mémoire ou présenter votre mémoire. On pense à vous, hein, les étudiants qui sont en train de passer leurs examens ou peut-être en train d'écrire leur mémoire. Pour remporter ces cadeaux, eh bien, il faut reconnaître l'un des sons qui se cache dans le mix des sons de Bruxelles. On va écouter le mix des sons. Tendez l'oreille, il y en a qui ne sont pas faciles à reconnaître. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Et alors Bruxelles revit, eh bien c'est un concept d'émission qui s'inscrit dans le cadre de Wake Up Brussels. Et alors Wake Up Brussels, c'est un projet de BX1 mais aussi de Bruges. Oui, c'est une collaboration. Alors ici, il y a l'émission Bruxelles revit. Et chez vous, il y a d'autres choses qui sont mises en place. Alors Philippe De Reyck, bonjour. Vous êtes journaliste chez Bruges. Qu'est-ce qui se passe chez Bruges justement pour ce Wake Up Brussels, pour sortir de ce confinement ? Bonsoir. Nous, on était aujourd'hui à Jette. On avait garé notre bus sur la place du Miroir, qui est un peu le centre économique, l'épicentre, si tu veux, de cette commune de Jette, qui est une très chouette commune à habiter. D'ailleurs, nos lecteurs, nos auditeurs de Bruges ont nominé la commune de Jette l'année passée la meilleure, la plus chouette commune de Bruxelles. Donc ça, c'est quand même déjà pas mal. Mais donc, on était là aujourd'hui. Pour chaque émission de Wake Up Brussels, on diffuse en direct nos émissions radio et à chaque fois, on reçoit plein de gens, plein de Jettois. Aujourd'hui, on a été chez Eddie Munster de Wine in the City. On a été, bien sûr, manger des frites, la friterie du Miroir, bien sûr. Mais on a été goûter notre première bière pression au café de Sportwereld. Mais voilà, il y a plein de choses à faire à Jette. Donc ça, on a voulu mettre en avance aujourd'hui. Et puis, pour la télé, on a fait notre journal parlé en direct de la place du Miroir avec plein de reportages, bien sûr. Entre autres, la petite grotte de Marie, la Sainte Vierge. Il y a une petite grotte de Sainte Vierge dans le quartier SEM, dans le quartier où le peintre Magritte a habité, a eu son atelier. Et donc là, on a été là-bas. Donc voilà, vraiment, Jette, petit village dans la grande ville. C'est ça qu'on a voulu présenter aujourd'hui à nos auditeurs. Donc tous les vendredis, votre journal se passe en direct de votre bus. Donc vous aussi, vous êtes un studio mobile, un peu comme nous aujourd'hui. Et puis évidemment, le but de nos 2 émissions, c'est de pouvoir montrer à quel point Bruxelles est en train de renaître de ses cendres, de revivre. L'atmosphère y est. Vous avez senti que les citoyens sont prêts à ressortir dans leur quartier ? Je le pense. Moi-même, j'habite Jette, et donc la place du Miroir, c'est vraiment mon quartier. Et c'est vrai que depuis ce déconfinement, oui, la commune revit. C'est vrai qu'avec le beau temps, il y avait déjà pas mal de gens sur la place du Miroir, parce que c'est le centre économique de la commune, donc il y avait bien sûr tous les magasins qui étaient ouverts, donc les gens faisaient leurs courses de première nécessité, le faisaient là-bas, donc c'était bien pour le commerce local. Et puis 20% de la superficie de notre commune, c'est des parcs, c'est de la verdure, et donc les gens, avec le beau temps, ils ont vraiment profité de ces parcs qui sont, le parc Baudouin qui a été raménagé depuis quelques années, mais qui est vraiment très très agréable à fréquenter. Donc on a, oui, voilà, j'ai vu quand je faisais du vélo avec ma fille, oui, je voyais quand même que les gens sortaient. Et puis maintenant, ici, avec le déconfinement, l'assouplissement des mesures de sécurité sanitaire, je vois que la commune reprend vraiment cette vie. Et j'ai même l'impression que, par exemple, la place du Miroir, qui avait un peu du mal à trouver sa place, parce que la place a été refaite entièrement, il n'y a plus de parking. Donc voilà, les Jettois, voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont appropriés cette place du Miroir, qui devient vraiment
le lieu de rencontre du Jettois. Ça tombe bien que vous parlez de la place du Miroir, puisqu'on y sera le 26 juin pour notre dernière émission de Bruxelles Revit. On le voit, un Wake Up Brussels. Bruxelles se réveille comme ça depuis un petit temps. Il va continuer à le faire du coup sur BX1 et sur Bruce. Merci Philippe de Reyck d'avoir été avec nous. On va retrouver Soraya et son prochain invité juste après une courte pause. BX1+. BX1+. Envie d'un burger avec des ingrédients frais, préparés journalièrement? Chez H&K's, tu as la possibilité de composer ton burger du pain jusqu'au fromage, garniture et accompagnement, avec également des options véganes et sans gluten. Et c'est pas tout, H&K's fait aussi office de coffee shop en proposant des desserts et différentes sortes de cafés de qualité. La boucherie Cortose, c'est une histoire de famille. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. C'est le temps des barbecues. Venez découvrir notre sélection de viande pour vous garantir un barbecue 100% réussi. À côté de la place du Miroir, la boucherie Cortose, toujours mieux vous servir. Train World, le musée du train au cœur de la gare de Scarbeck, rouvre ses portes. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en toute sécurité. Locomotive à vapeur, train à grande vitesse, embarqué pour une expérience unique. L'expo Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, est prolongé. Venez plonger dans son univers poétique. Découvrez aujourd'hui le train d'hier et de demain. Info et tickets trainworld.be. Chez Car Technique à Oderghem, venez découvrir la nouvelle Kia Exceed. Confort, finition haut de gamme, équipement complet. Kia, c'est toujours 7 ans de garantie sur tous les modèles. Rendez-vous chez Kia Car Technique, chaussée de Wavre 1682 à Oderghem. Vous recherchez pour vos enfants une école familiale et à visage humain, où votre enfant pourra évoluer et se construire de la première à la 7e secondaire grâce à un large choix d'options et une école des devoirs. Une école offrant une communication en temps réel et les meilleurs outils pour faire de ses élèves les adultes de demain. Une école de proximité, facilement accessible et dans un cadre verdoyant. Une école proposant un choix de repas variés, cuisinés sur place. Une école avec des classes aux équipements numériques récents et confortables. Une école qui met au centre les valeurs de partage, de respect et de persévérance. L'Athénée Royal de Sippelberg est cette école. Depuis 27 ans, la résidence Cristallin, gérée par la famille Doyen, propose une maison de vie probablement unique en Belgique, où sécurité et qualité des soins se conjuguent avec gastronomie et confort de vie. Quel que soit votre état de dépendance, le cœur et la dignité humaine restent la préoccupation première d'une équipe dévouée à votre bien-être. Sur BX1+, Bruxelles Revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. 19h27, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre et sachez que ce soir nous sommes du côté de Scarbeck et que nous nous trouvons dans un lieu absolument magique qui s'appelle la Maison des Arts, un lieu qui est, je dirais, une petite pépite sur cette chaussée d'Actes qui est très fortement embouteillée, très souvent, très commerciale. Et c'est vous, Anne-Cécile Maréchal, qui nous accueillez ici dans cette Maison des Arts que vous connaissez bien puisque c'est vous qui la dirigez. Merci encore de nous accueillir. Je disais que c'est une petite pépite inattendue et c'est vrai, même si dès l'entrée en fait la maison donne le ton, on imagine, on pressent déjà ce qu'on va voir au bout. Ça a toujours été une pépite ou bien finalement c'est les alentours qui ont tellement changé qui rendent le lieu si extraordinaire aujourd'hui? Mais c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, c'est un peu un lieu comme un peu magique parce qu'on passe un Porsche quand on quitte la chaussée d'Actes et puis d'un coup on arrive dans cette cour intérieure et on découvre cette maison en fait qu'il fallait imaginer au moment où elle est construite, donc c'est au début du 19e, c'était la campagne et donc cette maison a d'abord été une maison de campagne avec un très grand jardin et puis la ville est arrivée et la ville, voilà, tout s'est construit tout autour et cette maison s'est retrouvée un peu enclavée, ce qui fait du coup son charme puisqu'on a ce jardin qui est comme préservé, entouré des halles de Scarbeck et puis aussi de toutes ces petites maisons. Donc voilà, donc on peut vraiment dire qu'elle est un peu comme un trésor caché. Alors, des trésors cachés, pour le coup, à Scarbeck, il y en a un paquet. À telle enseigne que vous avez décidé de publier une série de plans qui sont vraiment très bien foutus. Alors, on a ici, par exemple, le Scarbeck Art Nouveau, mais il y a aussi le Scarbeck néoclassique, évidemment l'indétrônable, l'incontournable parc Josaphat. Scarbeck, c'est encore une commune méconnue sur le plan architectural et patrimonial. Mais moi, ce qui m'a fascinée, c'est de découvrir que pendant ce temps de confinement, finalement, beaucoup de Scarbeckois se sont beaucoup promenés. Et donc, on a redécouvert, beaucoup ont redécouvert leur commune, parce que voilà, on était un petit peu tous amenés à se promener autour de chez soi. On a eu beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont posté des photos, et donc c'est vrai que je pense que parfois on n'associe pas toujours Scarbeck à une commune de patrimoine, mais
vous évoquiez le parc Josaphat. Je pense que le parc Josaphat est vraiment un parc qui est plébiscité des Bruxellois. Et puis, il y a un patrimoine Art Nouveau, Art déco qui est assez spectaculaire. Et puis, elle a un assez bel urbanisme. On peut se promener, les avenues sont assez larges. Donc, oui, je trouve beaucoup de choses à découvrir, clairement. Votre coin préféré ? Peut-être pas connu même de Schaerbeek, celui dont vous vous dites « Ah, celui-là, j'aimerais tellement le partager avec des Bruxellois qui ne s'imaginent peut-être même pas que ça peut exister ». Mais c'est sûr que si on ne connaît pas du tout Schaerbeek, je dirais démarrer par tout le quartier Louis-Bertrand et puis aller vous promener dans le parc Josaphat, parce que là c'est un peu, je dirais, cette belle avenue, il y a ce côté promenade, il y a ces façades Art Nouveau, donc là je dirais c'est un peu le waouh. Mais alors je dirais que si on veut découvrir quelque chose d'un peu inattendu, c'est le quartier des Fleurs et Terre-Delft, qui sont par exemple deux quartiers qu'on connaît un petit peu moins, qui sont des quartiers de l'entre-deux-guerres, où on a ce côté beaucoup plus pittoresque, avec des maisons, beaucoup de jardins. Je dirais la végétation a pris le pas. C'est une cité-jardin. Et donc, on connaît bien les cités-jardins de Boisfort, on connaît celle de Berken-Sataguet, mais par contre, on connaît moins celle de Schaerbeek. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un charme incroyable et la végétation est très, très jolie. Ouais, le quartier Terre-Delft à la frontière des Oui, Verts. avec à la frontière des Verts, tout à fait. Qui était effectivement un très, très, très joli quartier. Alors, on va revenir quand même sur cette maison qui initialement était donc une maison de campagne, on a presque du mal à se l'imaginer, et qui est aujourd'hui un lieu d'exposition incroyable. D'ailleurs, en ce moment, il y a une exposition parce que le lieu a réouvert. Vous pouvez venir voir l'exposition ici qui est proposée, qui s'appelle Us, avec deux artistes principaux, Alain Bornin et Myriam Ornard. Ça s'y prête, une maison comme celle-là, à l'exposition d'art contemporain ? En fait, ce qu'on découvre, c'est que, vous le voyez bien, le décor est très présent. Il a été entièrement restauré il y a 2 ans, donc la maison est classée. Et donc, du coup, les contraintes sont assez costaudes. Pour un artiste, je veux dire, il faut être motivé. Mais ça inspire certains artistes. Il y a vraiment des artistes qui nous sollicitent en disant, voilà, justement, je n'ai pas du tout envie de travailler avec une boîte blanche, comme d'autres, par contre, au contraire, recherchent cette idée-là, mais ils aiment un lieu qui a déjà une histoire, qui a une patine, qui vient avec, justement, des fantômes un peu, quelque chose qui grince, vous avez senti ça. Mais donc, du coup, ici, c'est particulièrement le cas pour Alain Bornin et Myriam Ornard. C'est vraiment 2 personnes qui, toutes les 2, ne se connaissant pas, avaient envie d'une maison qui résonnait quelque part avec leurs questions, leur travail sur la mémoire, sur le souvenir, sur les blessures et sur des livres anciens qu'ils se réapproprient. Et donc voilà, vous avez filmé déjà la bibliothèque, on voit bien que ce lieu n'est pas banal et peut susciter, je vais dire, dans l'envie chez des artistes, clairement. Oui. Et le lieu est accessible, on le rappelle, toute la semaine ? Alors, on ouvre du mercredi au samedi. On a légèrement changé nos horaires. Voilà, un petit peu contrainte oblige, mais de 10 à 18 heures. Maintenant, vous le savez, il faut un tout petit peu anticiper la chose. Normalement, on demande de réserver. Donc, voilà, tout est sur le site lamaisondesarts.be. Donc, voilà, ici, il y a un petit formulaire qu'on demande de remplir. Mais sinon, absolument, je trouve qu'il y a quelque chose, finalement, même d'intime à retrouver ces lieux après ce confinement, parce que finalement, on prend rendez-vous, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une attente, on entre, et puis j'espère qu'on se sent accueilli particulièrement chaleureusement. Et passer aussi voir la Maison des Arts durant les journées du patrimoine, parce que c'est l'occasion ou jamais de voir justement ce passage entre la Maison des Arts et les Halles de Schaerbeek qui sont juste ici en face, avec ce sublime jardin. Bon, ça, ce sera pour plus tard, mais c'est encore une fois une belle occasion de venir vous rendre visite. Merci infiniment, Anne-Cécile Maréchal. Merci à vous d'être venue ici. Merci beaucoup. On va retrouver immédiatement Charlotte Maréchal qui va, là, changement de programme, changement de registre, nous parler de football. Parce que, oui, il y a de la place pour la culture dans nos vies, mais aussi parfois pour du sport. Et pour ce faire, elle va en discuter avec son nouvel invité. Et puis vous parlez de ce jardin magnifique. Alors pourquoi pas vous y emmener ? On a même un rayon de soleil, alors on va aller en profiter parce qu'il est vraiment sublime. Et pourquoi pas parler de football quand on est dehors, c'est encore mieux. On va parler de football parce que vous connaissez peut-être le Crossing. Le Crossing de Schaerbeek, c'est un club de foot qui se situe à quelques pas d'ici, juste à côté du parc Josaphat. Alors le sport est un aspect qu'on n'avait pas encore abordé dans cette émission et c'est l'occasion de pouvoir parler confinement, parce que oui, vous êtes peut-être dans un club de foot, vous êtes peut-être dans un club de tennis et là malheureusement il a bien fallu faire des concessions puisque plus de foot et depuis très longtemps, malheureusement presque. Thierry Forton, bonjour, vous êtes président des jeunes dans ce club Crossing de Schaerbeek. Alors un confinement qui vous est tombé dessus, un peu comme
comme tout le monde, hein, évidemment. Comment est-ce que ça a été pris chez les jeunes de se dire, tiens, mais il y a plus de foot, c'est fini le foot, on va plus pouvoir se retrouver sur le terrain? C'est vraiment ça, comme vous le dites, du jour au lendemain, en fait. Donc les jeunes ont envoyé un message que les entraînements étaient annulés jusqu'à nouvel ordre. Et donc voilà, je pense que les jeunes suivaient les informations comme nous et avaient les informations en même temps que nous. Et donc voilà, donc on avait beaucoup de messages sur si on avait des idées quand ça allait reprendre, alors que tout le monde n'en avait pas. Donc on attendait un peu la gestion de crise comme tout le monde. Donc ce qu'on a fait, c'est on a donné un petit peu à des jeunes des exercices physiques un peu à faire à la maison, des choses qu'ils peuvent faire, des petits concours, des choses comme ça qu'ils peuvent faire à la maison, à l'intérieur, parce qu'on sait que beaucoup de Scarbécois vivent en appartement et ça n'a pas été facile. Oui, parce qu'au-delà du sport, du foot, de l'activité physique que ça représente, les jeunes, ils se connaissent bien. Le football est un sport d'équipe. Et donc, on connaît très bien son équipe, on connaît très bien son entraîneur. On a l'habitude de les retrouver au crossing à côté du parc. Est-ce que vous avez des retours de ces jeunes qui se disent « Mais moi, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de retourner toucher le ballon et surtout pouvoir revoir toute mon équipe ». Mais disons qu'en tant que président, moi j'avais le retour des coachs. Donc la plupart des équipes avaient un groupe WhatsApp avec les parents qui sont devenus un groupe WhatsApp avec des enfants après, où ils pouvaient communiquer avec leurs joueurs. Et voilà, il y en a qui donnaient des petits exercices en live et c'était plus ou moins bien accepté. Voilà, maintenant ça reste... pas la même chose parce que c'est derrière un écran. D'habitude, ils ont l'habitude de se retrouver minimum 3 fois par semaine, donc ça n'a pas été facile. Pas facile, et puis maintenant il faut reprendre, donc ça fait presque 3 mois que vous êtes à l'arrêt, il va falloir reprendre avec certaines mesures, sans contact en tout cas de ce qu'on sait pour l'instant, le 1er juillet, alors c'est encore très flou. Comment est-ce que déjà vous avez vécu en tant que club un arrêt total pendant 3 mois, et puis comment est-ce que vous vivez ces nouvelles mesures qui annoncent une reprise du football, mais pas du football comme on le connaît presque? Voilà, ça n'a pas été facile parce que toujours nous, pendant le week-end de Pâques, on a notre gros tournoi international que toute la Belgique, que toute l'Europe attend. Donc ça a aussi été annulé. Donc ça aussi, c'est quelque chose que les enfants n'ont pas digéré parce que la plupart, ils attendent ça depuis le premier entraînement de la saison. Ils savent qu'ils se préparent pour ce tournoi. Donc après, la gestion de reprise, elle a été importante pour nous. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a su qu'on pouvait reprendre, nous c'était clair, il fallait reprendre. Parce qu'à Scarbeck, comme je l'ai dit, beaucoup de jeunes sont dans les appartements, ça n'a pas été facile. Alors même si le confinement, on a pu aller au parc, etc. Mais on a su une bonne partie du confinement, les pelouses n'étaient pas accessibles, etc. Donc c'était juste pour se promener, c'était pas pour jouer au ballon. Donc voilà, donc nous c'était important de reprendre. Alors par rapport aux mesures, c'est 20 personnes par coach. Donc c'est 20 personnes aussi par terrain dans notre stade. Donc on s'est mis à table avec la commune de Scarbeck, le service des sports, et je pense que l'idée de chacun était de reprendre au plus vite, ce qu'on a fait, et franchement ça se passe super bien, et à la place d'avoir 2 entraînements et un match, ils ont malheureusement qu'une séance par semaine, mais voilà, l'idée c'était de se revoir et de retaper dans le ballon. Et même s'il y avait ces mesures, même s'il y a le sans contact, alors que le football est quand même un sport de contact, même s'il y a le 1er juillet, ça valait la peine de se dire on va mettre quand même plein de choses en place pour pouvoir accueillir ces jeunes? Oui, tout à fait. Le fait de se revoir déjà, qu'on a mis des choses en place dans le stade pour l'accueil, la distanciation à 1,50 m, le gel à l'entrée, pas de parents à l'intérieur. Donc voilà, tout ça aussi, ça change parce que le foot, c'est un sport populaire, c'est un sport qui est suivi par les parents. Donc les parents aiment bien et ils ne comprennent pas toujours qu'ils ne peuvent pas se mettre dans un grand stade, loin des enfants, mais qu'ils puissent un peu quand même assister, parce que ça leur manque aussi. Voilà, on sait aussi que les entraînements, c'est quasi un autre sport pour le moment, puisqu'il n'y a pas de contact, donc il n'y a pas de match. Et on sait que le foot, on se prépare pour un match. Donc ça n'a pas été facile, mais le fait de reprendre, je pense que tout le côté avec les règles sont oubliés. Le fait de se revoir en équipe, et je pense que ça, c'est le plus important. Merci beaucoup Thierry Forton d'avoir été avec nous. On n'a pas beaucoup d'herbe, on n'a peut-être pas un terrain de foot, mais au moins on a pu faire cette interview dehors pour vous montrer ce beau jardin de la Maison des Arts. Alors n'oubliez pas de jouer, puisqu'on peut jouer pour remporter plein de cadeaux aujourd'hui. Alors si vous avez une bonne réponse via l'extrait du mix des sons qu'on a pu diffuser en début d'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, le mix des sons au pluriel @bx1.be, et avec un peu de chance, vous serez le grand vainqueur de ces
prix d'aujourd'hui. Mais surtout, on pourrait peut-être vous avoir à l'antenne avant la fin de cette émission pour justement voir si vous avez la bonne réponse. Tiens, on va faire une courte pause et puis le temps pour moi de re-rentrer à l'intérieur de la Maison des Arts, de rejoindre Soraya et puis surtout de continuer à faire revivre ce quartier ici à Schaerbeek. BX1+. BX1+. Avec ses 2 boutiques au Châtelain, Opono vous invite dans un environnement végétal où la déco côtoie des objets ludiques, design et fashion. Concept store familial, Opono sélectionne pour vous des produits issus des plus belles marques européennes ou internationales. Retrouvez-nous rue Simonis 55 et rue du Bailly 48 à Ixelles ou en ligne sur opono-shop. Plongez dans une atmosphère hors du temps chez Majoli. Une carte variée, une cuisine maison faite avec amour, des produits locaux de saison, un bar à mixologie pour vous surprendre. Restaurant Majoli, une ambiance chaleureuse garantie. Majoli, chaussée de Charleroi à 1060 Saint-Gilles. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. 19h40, vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles Revit et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre ici même dans cette fantastique Maison des Arts qui nous accueille pour cette émission, 4e édition déjà de Bruxelles Revit. Et comme dans chaque émission, on donne la parole à différents opérateurs du quartier, des gens qui font revivre ce quartier qui sort tout doucement du confinement. Et j'ai en face de moi deux actrices de terrain schaerbécoises, en tout cas qui travaillent à Schaerbeek assurément. Bonsoir Fatima Maher. Bonsoir Soraya. Alors Fatima, vous êtes coordinatrice du traiteur à Bouillon de Culture. C'est une ASBL, on reviendra tout de suite sur l'émission très particulière de cette association. Et à vos côtés, Isabelle Cassard. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors vous êtes responsable, vous, du restaurant de quartier, toujours de cette association Bouillon de Culture. Fatima, un petit mot peut-être sur cette association qui est un peu une institution à Schaerbeek. On la connaît bien, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, expliquez-nous ce qu'est Bouillon de Culture. Vous faites énormément de choses, en fait, dans cette ASBL. Tout à fait. Donc, Bouillon de Culture est une association qui se trouve dans le quartier Schaerbeek-Josaphat, rue Philomène 41 plus précisément. Et dans l'association, il y a plusieurs secteurs. Donc, il y a des secteurs enfants, secteur ados, maison de jeunes, éducation permanente, un service traiteur et un petit restaurant de quartier. Et donc, le service traiteur, dont j'en fais partie, je suis la coordinatrice et la fondatrice depuis déjà pas mal d'années, depuis plus de 25 ans. Je suis là en fin de carrière aujourd'hui. Voilà, la maison de quartier qui se trouve donc 41 rue Philomène, c'est Bouillon de Culture, une grande maison de quartier qui est au service du quartier et de ses habitants et voilà, de toute la population. Et un service traiteur qui opère sur tout Bruxelles, c'est-à-dire que vous servez un petit peu partout. Tout à fait. Vous êtes reconnu d'ailleurs. On mange très bien votre service traiteur. Tout à fait. Le service traiteur est un service ambulant et c'est un traiteur d'économie sociale, d'insertion par le travail. Il se balade un peu dans tout Bruxelles. Il a déjà visité plusieurs patrimoines belges, donc il sort parfois de Bruxelles aussi. Mais voilà, il opère surtout dans tous les lieux, que ce soit ASBL, que ce soit privé, que ce soit des institutions, des ASBL. Et pour le coup, là, vous vous êtes découvert aussi de nouvelles activités durant ce confinement, puisque vous avez dû arrêter le travail de traiteur, mais pour autant, vous n'avez pas arrêté de travailler du tout. Tout à fait. Donc, on a fermé le service traiteur, mais à l'arrivée du confinement, donc on est resté chez nous pendant un petit temps. Et puis, personnellement, moi, je me suis dit, je ne vais pas rester enfermée pendant longtemps. Il faut que j'agisse parce qu'il y a des gens dehors qui sont dans la détresse et il y a une forte demande d'aide. On vous appelait oui, à l'aide à Bouillon de Culture ? Personnellement, on m'a appelé parce que je suis très active dans le terrain associatif avec d'autres associations, Héritage de Femmes, Cause Commune et l'ASBL TEFO. Pas mal d'associations se sont mis ensemble pour aider les gens qui sont démunis. Et donc, tous les jours, j'avais des coups de fil pour de l'appel au secours, de l'appel à la demande d'aide, des personnes qui sont isolées, des personnes qui sont seules, des gens qui sont sans papier, qui ont perdu leurs revenus. Et donc, voilà, on faisait des paniers avec de la nourriture. On faisait aussi des repas qu'on allait livrer chez les gens. Et les gens nous passaient un coup de fil aussi pour avoir un peu une aide psychologique, parce qu'il faut dire que le confinement a aussi mis les gens à l'écart et dans l'isolement. Et de fait, dans l'isolement, c'était quand même très dur pour les personnes de ne plus avoir de contact avec l'extérieur. Oui. Alors on le disait, Bouillon de Culture, c'est aussi un restaurant de quartier. Isabelle Cassard, ça fonctionne comment un restaurant de quartier, Isabelle Cassard ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un restaurant de quartier qui fonctionne avec les gens du quartier principalement. Ce restaurant se trouve dans un parc aussi.
Donc on a aussi plein de gens donc, qui tournent autour de ce parc, beaucoup de jeunes qui sont là. Le petit restaurant Sésame qui se trouve donc dans le quartier Josaphat, dans lequel je travaille, je suis coordinatrice, réouvrira les portes ce lundi 15 juin. Ça a demandé pas mal d'organisation, pas mal d'adaptation et beaucoup de créativité pour pouvoir arriver à mettre tout en place. C'est beaucoup de contraintes cette sortie de déconfinement pour vous ? Oui, c'est beaucoup de contraintes. Ça a été très très vite, surtout l'annonce a été faite parce qu'on a été quand même dans une longue période d'attente, d'incertitude, et puis ça a été annoncé très rapidement, genre un mercredi, le RECA peut rouvrir et le lundi on pouvait ouvrir, et c'est une chose qui, si on veut le faire dans les règles de l'art, enfin le faire convenablement, tant pour la sécurité des clients que pour les travailleurs, ça demande une organisation. On l'a fait, on est ravis d'ouvrir. Le temps d'ailleurs, les gens qui travaillent avec moi sont heureux comme tout de pouvoir enfin réatterrir dans une vie sociale, que les clients, parce qu'on a des clients de vraiment de tout âge, qui travaillent dans le quartier, etc., et qui ont été vraiment en manque. Enfin, je le constate à travers les réservations. On a de plus en plus de réservations là, qui arrivent au restaurant, des petits coups de fil qui nous remercient parce qu'on a envoyé un petit mail en expliquant comment ça allait se passer, etc., et qui nous remercient de l'organisation qu'on a faite, etc., et qui sont ravis de pouvoir revenir. Et c'est quoi la différence entre un restaurant et un restaurant de quartier ? C'est quoi votre spécificité, si jamais vous en aviez une, s'il y avait une différence entre les deux ? La différence, c'est vraiment les gens qui vivent dans le quartier, c'est un vivre ensemble. C'est essayer de réunir justement des gens. Il y a aussi des gens qui viennent de plus loin, qui viennent manger dans le restaurant de quartier. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la rencontre des différences, de gens différents. C'est vraiment un lieu de rencontre. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont seuls. Et pour eux, c'est plus venir dans ce lieu pour être ensemble et avoir ce moment de convivialité. Ils ont beaucoup souffert de ce côté-là pendant le confinement. Et là, maintenant, on sent qu'il y a vraiment une demande de revenir là et de se rencontrer. Et ça crée vraiment une vie dans le quartier. Voilà, qui est très importante. Et qui rend le restaurant un petit peu plus particulier, un peu atypique en tout cas dans sa démarche et dans son désir en tout cas, de tisser des liens. Ouais. Oui. En tout cas, on est vraiment ravis que ça reprenne. Oui, et à mon avis, vous êtes quelques-uns dans ce cas-là. Fatima Maher, vous le disiez tout à l'heure, vous arrivez en fin de carrière. Tout à fait. Et vous avez longtemps travaillé dans ce secteur-là. Vous êtes véritablement une machine de guerre, pour ceux qui vous connaissent. S'agissant de la cuisine, de la bonne chair, c'est un outil précieux dans une action sociale comme la vôtre. La bouffe, pour le dire clairement, ça rapproche les gens, ça permet de dépasser la nourriture, ça crée des liens entre les gens, puisque autour d'une bonne table, avec de la bonne nourriture, les gens sont heureux. Et aussi, ça apprend à vivre ensemble, parce que voilà, la cuisine, c'est un lieu convivial. Même à la maison, même en famille, la cuisine, ça reste un lieu convivial. Alors, leur service traiteur est un service traiteur qui n'est pas comme un autre, puisqu'il a ce côté convivial et chaleureux. Et en plus de ça, il est social. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mêlées au traiteur et solidaire. Le service traiteur, depuis son début, a agi dans la solidarité avec les citoyens. Donc ici, pendant la période de confinement, le service traiteur a produit, une de nos travailleuses a produit plus de 10 000 biscuits qu'on a distribués dans tout Bruxelles, dans les associations, dans les squats, chez les sans-abri, les personnes isolées, les personnes âgées, etc. Donc le service traiteur, il a quand même ce mot qui lui colle à la peau, qui est le social et la solidarité. Et durant toute la période de confinement, c'était solidarité. Solidarité à travers la bonne bouffe, toujours. À travers la bonne bouffe et avec tous des citoyens très actifs, des donateurs très généreux, et beaucoup de jeunes sur le terrain. Cette année-ci, on a eu beaucoup de jeunes sur le terrain et franchement, ça fait chaud au cœur. Oui. Alors, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais comme ça, je vous le dis. On a une émission sur BX1+, qui s'appelle Les acteurs et actrices de Bruxelles. Promettez-moi de venir y faire un tour avant de prendre votre retraite, puisque vous nous le disiez. Elle approche ici quand même tout doucement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. D'accepter d'ores et déjà cette invitation. Et puis, on rappelle cette ASBL Bouillon de Culture, ASBL scarbécoise, active dans différents secteurs. Vous le disiez tout à l'heure, d'aide à la jeunesse, éducation permanente,
permanente, mais aussi, on le voit avec ce restaurant de quartier qui réouvrira ses portes lundi dans des contraintes, mais ça se passera bien. On croise les doigts pour vous. Et puis ce service traiteur qui n'en est pas à sa fin, si j'en crois ce que vous nous dites ce soir, Fatima Maher. Merci à vous deux infiniment d'être passés dans Bruxelles Revit. Bruxelles Revit qui se poursuit avec Charlotte Maréchal et son nouvel invité, ses nouveaux invités. Charlotte, on vous retrouve tout de suite. Je ne suis jamais très loin, Soraya, je vous ai même ici en visuel, j'attends que Charles me rejoigne. Alors vous le savez, pendant toutes ces émissions, tous les jours, vous avez la chance de pouvoir remporter des prix. Alors aujourd'hui, 4 entrées pour le parc Mini Europe, mais encore un tote bag apéro d'une valeur de 50 € qui est offert par Vroomekes, et puis ensuite un coaching gratuit pour réussir ou mieux écrire son mémoire pour les étudiants, les parents d'étudiants, les oncles d'étudiants et qui voudraient offrir ce coaching par Correcteo. Alors, on a beaucoup de monde qui a voulu jouer aujourd'hui, peut-être ces cadeaux. On va peut-être s'écouter le mix des sons de Bruxelles pour se remettre dans l'oreille les sons typiquement de la capitale. Il fallait en reconnaître un pour remporter ces cadeaux aujourd'hui. On se l'écoute. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles Revit. Vous avez peut-être reconnu l'un des sons qui se cache dans le mix des sons de Bruxelles. N'hésitez pas, si vous en avez plus qu'un, à participer aussi en envoyant un mail et vos coordonnées. Le mix des sons au pluriel @bx1.be, parce qu'il y a toujours ce panier garni à remporter le 26 juin, à la fin du mois de juin, pendant, à la fin de ces émissions. Alors, on a un gagnant, ou on ne sait pas encore, on a en tout cas un participant dans les oreilles. Alors, Julien, est-ce que vous nous entendez, Julien ? Oui, bonsoir, je vous entends. Vous m'entendez ? Bonsoir Julien, alors il y avait 8 sons, je vous entends très bien, il y avait 8 sons qui se cachent dans le mix des sons de Bruxelles. Il y en avait un qui avait déjà été découvert, c'est celui du Mannequin Peace. Est-ce que vous avez reconnu l'un des sons dans le mix ? Alors je crois avoir reconnu le carillon du Mont des Arts. Eh bien, bravo Julien, puisque le carillon des Monts des Arts se cache effectivement dans ce mix. Alors, vous avez remporté l'ensemble des cadeaux du jour. Bravo à vous. Et puis, surtout, continuez à jouer, parce que le panier garni, ce sont des tickets restaurants, des nuitées d'hôtel. Alors, n'hésitez pas à continuer à jouer, Julien. Si vous en reconnaissez bien plus que un, le carillon du Mont des Arts, c'était effectivement le son qu'il fallait retrouver aujourd'hui. Merci Julien. Alors, on continue. Je suis de nouveau dans ce jardin. Moi, je vous emmène partout, dans la maison des Arts. Je vous emmène partout et je vous emmène surtout à la découverte des Halles de Schaerbeek. Alors, on vous l'a dit, il y a une collaboration de temps en temps qui se passe à travers une petite porte cachée entre la Maison des Arts et les Halles de Schaerbeek. Elles sont là-bas, dans le fond, juste derrière nous. Et alors, si on parle des Halles de Schaerbeek, eh bien, c'est parce que il y a certains artistes associés aux Halles de Schaerbeek et c'est le cas de Gaïa Saïta. Bonjour Gaïa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec l'un des membres de votre collectif qui s'appelle le collectif Ifyuma et c'est Charlie Catral. Bonjour Charlie. Bonjour à vous. Alors je vais mieux placer mon micro parce que vous savez, les conditions sanitaires, on reste bien à distance. Alors vous avez travaillé sur un projet assez surprenant pendant ce confinement. On a beaucoup rencontré d'artistes qui parlaient soit de bouillonnement d'idées artistiques, soit au contraire de se dire en fait on n'a pas trop envie d'être créatif. Vous vous êtes dit, eh bien on va faire participer tout le monde, on va faire un projet qui n'est pas juste à propos de nous, qui est à propos du confinement de tous et basé sur un thème qui a été profondément abordé, qui est celui de la solitude, parce que oui, on était tous chacun chez soi. Alors vous avez créé ce projet Invulnerability, a Proof of Existence. Je vais commencer avec vous, Gaïa. C'était quoi le but de ce projet ? Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez lancé l'idée ? Alors, je ne sais pas si j'avais vraiment une idée en tête. Je sais que j'avais peur. J'avais peur qu'il y avait beaucoup de bruit et d'informations autour de moi, que j'étais enfermée, que j'étais loin de ma famille et que je ne pouvais pas travailler. Et je me suis dit comment répondre à tout ça, comment faire en sorte que je ne suis pas prise de la panique, comment ne pas m'enfermer, comment continuer à tisser des liens, comment continuer à faire un geste artistique.
Et c'est avec Charlie et Giuliana Rienzi qu'on a idée Invulnerability. On s'est dit qu'on avait besoin comme d'un rituel pour continuer à fonder une projeté, pour continuer à être intime avec l'autre pendant que cette intimité était niée et même interdite. Et c'est pour ça qu'on a créé une liste d'actions à demander. Et on a demandé aux gens de performer cette action, de vivre cette action, j'ai envie de dire, et de se filmer avec leur smartphone. Et c'était pas tant de faire un journal intime, c'était vraiment de faire une performance collective à ces moments, plus pour les côtés humains qu'artistiques. Je ne savais pas comment je pouvais imaginer s'il y avait de la valeur artistique en tout ça. Je voulais d'abord partager une expérience, partager un moment, partager ce silence et faire que ce soit rempli de... Notre expérience collective. Oui, que ce soit ensemble. Que le fait d'être enfermé ne nous enfermait pas à notre cœur non plus. Vous parlez de vidéos filmées notamment avec le smartphone. Alors c'est là évidemment que Charlie Catral vous rentrez en scène puisque vous vous êtes occupé de l'aspect vidéo. Il y a un but quand même à ce projet, c'est de faire un film et donc de parler de cette proximité à distance, de cette solitude, de ce confinement. Alors quel genre de vidéo est-ce que vous avez réussi à attirer et puis est-ce que vous avez été surpris par le résultat ? Oui, beaucoup en fait parce qu'on a fait les règles pour les vidéos. Assez coincé, mais pas... Voilà les actions, 5 actions en première collectif qu'on doit la faire. Et en fait, on essaye de mettre les règles, mais pas les règles super fâchées, mais d'avoir les vidéos beaucoup plus similaires, plus ou moins. Mais les choses intéressantes pour moi, c'est on peut voir l'individualité de chaque personne. Et ça, c'est les choses plus fortes. Que peut-être les gestes, c'est beaucoup plus similaire. Mais en fait, en même temps, c'est complètement différent. Et Gaëa a parlé de cette idée de collectivité, mais c'est intéressant aussi pour moi parce que c'est l'individualité et aussi la collectivité. Et ça, c'est une chose intéressante. Par exemple, il y a les personnes qui chantent « Bon anniversaire »,« Happy birthday », qui lavent les mains, et chaque personne en fait un petit peu différent dans le côté de la langue, dans l'image, dans le robinet, où est la caméra, et tu le vois. Et c'est les petites choses, les petites tâches de chaque personne qui me touchent beaucoup. Alors c'est un projet artistique, mais il faut savoir que vous demandez évidemment à toute personne qui avait envie de participer. Et ici, on est à Scarbeck, il y a notamment eu des Scarbeckois, des artistes, des familles, des gens qui faisaient la vidéo avec leurs animaux. Donc il y a eu vraiment de tout. Mais en fait, comme tu m'as demandé, est-ce que c'est un projet artistique? C'était d'abord vraiment la rencontre pendant un temps où la rencontre était interdite. C'était quoi le but de cette liste d'actions? C'était de rentrer dans l'intimité de l'autre. Et donc on a cherché de justement trouver des actions qui amenaient à quelque chose d'intérieur. Évidemment, on ne peut pas demander à quelqu'un soit intime, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Il faut rentrer doucement et avec une légèreté qui était difficile à trouver à ces moments. D'abord, on a demandé de choisir une fenêtre dans la maison et de la filmer d'abord fermée et après ouverte. Comme disait Charlie, après on a demandé, vu que l'action quotidienne de tous les jours c'était de se laver les mains, on a demandé de se laver les mains en chantant Happy Birthday 2 fois, parce que la télé disait il ne faut pas se laver les mains vite fait, il faut chanter la chanson 2 fois, ce sera un bon timing. Et donc on a demandé ça. Et on a commencé à sentir la différence des gens, des petits gestes. On est rentré dans les maisons des gens. Et on a demandé de se filmer en trouvant un point vulnérable dans leur corps. Et ça aussi, c'était très touchant de voir ces portraits des gens qui trouvaient un leur point en disant « Ok, c'est moi, c'est ici et c'est là que je suis fragile. Et je te le donne. C'est à toi. » Et on a demandé à tout le monde de faire un vœu
Et ça aussi, c'était incroyable, d'avoir ces gros plans des visages d'enfants, de vieux, de toutes gens, de toutes parties du monde, parce qu'on a reçu des vidéos du Brésil, de l'Afrique, de toute l'Europe, de Hong Kong. Et tout le monde qui faisait ses vœux ensemble. Merci beaucoup Gaïa Saïta et puis Charlie Catral pour le projet In Vulnerability, a Proof of Existence. Et je rappelle, vous avez reçu près de 900 vidéos pour faire ce film, des vidéos de partout dans le monde et des artistes. Alors juste le temps pour moi avant la fin de l'émission de rejoindre Soraya à l'intérieur de la Maison des Arts. Soraya, parce que on va pas se quitter comme ça cette semaine sans se revoir la semaine prochaine, puisqu'on va se donner rendez-vous mercredi prochain à la même heure, à 19h. Alors on se retrouvera où, Soraya ? La semaine prochaine, mercredi prochain, on sera dans le centre de Bruxelles, du côté du Piétonnier. On sera même au Palace, le Palace qui est un cinéma qui n'a pas encore réouvert, mais qui est un bar. Et donc là, on y sera et vous y serez également les bienvenus, puisque le lieu est parfaitement accessible. Alors l'émission se termine tout doucement. Merci à tous nos invités. Merci à vous de l'avoir suivi sur BX1+, mais aussi sur notre page Facebook. Merci à toutes les équipes de la Maison des Arts et des Halles de Schaerbeek. Merci tout particulièrement à Cathy Simon. Merci aussi à Charles Carpro, à Besnik Niki, à Raphaël Selekarts et à Sébastien Van Mulders et Jean-Jacques Deleu. Rendez-vous mercredi.